Bonjour à tous, Sébastien de Villeroy, chargé d'animation au pôle MC2. Donc, bienvenue à ce premier ou nouveau webcafé pour ceux qui l'ont déjà fait dans le passé. Euh, donc je sais que c'est tôt, donc merci de vous être connectés, mais l'idée c'est de commencer la journée par un sujet pratique et assez rapide, vu qu'on est sur une demi-heure. Alors je vais couper les micros de chacun pour qu'on puisse bien entendre l'intervenante. Et ensuite on activera le chat. On va se laisser 5-10 minutes d'échange via le chat. Vous verrez, il y a l'onglet bulle où vous pourrez poser vos questions, vos réactions, euh, et on pourra en échanger ensemble. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le premier slide, on va parler des réponses de la Commission européenne à la crise du Covid-19. Et donc, c'est ma collègue Pauline Comon, qui est chargée d'affaires européennes à Bruxelles, pour le pôle MC2, qui va me donner toutes ces clés. Et je lui donne la parole maintenant. Super, merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là avec vous ce matin pour parler un petit peu d'Europe. Donc, comme Sébastien l'a dit, je suis donc en direct de Bruxelles. Je suis chargée d'affaires européennes pour le pôle depuis le mois de mai dernier, donc depuis 1 an. Mais ça fait 11 ans que je suis installée à Bruxelles. Donc, écoutez, on va commencer pour cette petite présentation qui va durer environ 20 minutes. Et j'espère que vous êtes vraiment tous en forme et prêts à décoder avec moi quelques rouages de l'action européenne dans le cadre de cette crise assez exceptionnelle pour lutter contre le Covid-19. C'est parti. Alors, en fait, vous avez peut-être remarqué que dans le titre, j'ai marqué les réponses européennes à la crise et pas forcément de la Commission européenne. Bon, c'est un petit tic qui va me permettre de préciser un petit peu dans une première partie le champ d'action à la fois de la Commission et à la fois de l'Union européenne. Donc, peut-être une petite précision pour bien savoir de quoi on parle. Ce sera très court, ce sera vraiment une première partie un peu cadre. Parce que la Commission, c'est une des institutions qu'elle ne décide pas seule et qu'elle ne peut rien implémenter toute seule. Donc, c'est vraiment voilà, pour cadrer un petit peu mon propos. Après, on rentrera dans le vif du sujet avec une deuxième partie qui devrait vous intéresser, en tout cas j'espère, sur les mesures concrètes lancées par l'Union européenne, donc à la fois l'Union, à la fois la Commission, hein, on y reviendra. Donc là, je détaillerai en fait trois exemples, des exemples concrets et avec des appels ouverts où il y a des financements qui pourraient être pertinents pour les acteurs de l'écosystème EMC2. Et enfin, en troisième partie, on va se projeter un petit peu sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, à la fois pour la fin de l'année 2020 et à la fois au-delà, parce que peut-être que vous savez, on rentrera dans une nouvelle période de programmation financière de 2021 à 2027. Donc, voilà un petit peu pour le plan de cette intervention de ce matin. Alors, je ne vais pas refaire un cours de droit constitutionnel européen, mais je voulais vraiment préciser un petit peu les champs d'action à la fois de l'Union européenne et de la Commission européenne, juste pour vous rappeler en fait que la santé n'est pas une compétence de l'Union. Selon le traité de Lisbonne, qu'on appelle aussi le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union a 3 compétences principales. Une qui est une compétence exclusive, alors c'est la PAC par exemple, d'autres qui sont des compétences partagées, sur l'économie notamment, et ensuite un troisième type, on va dire, de compétences qui sont des compétences en soutien, en appui, en coordination. Et donc pour préciser que tout ce qui est du domaine de la santé, donc de la crise du Covid, va rentrer dans ce champ d'action-là. Donc l'Union ne peut pas faire grand-chose, mais on va quand même voir tout au long de cette présentation qu'elle essaie de faire le maximum possible dans le cadre qui est fixé par le traité. Donc voilà pour la partie un peu générale. Après, ce que je voulais souligner aussi, vous avez sans doute entendu parler des fameux 540 milliards d'euros de mesures de soutien qui ont été adoptées le 9 avril. Donc ça, typiquement, ce n'est pas la Commission qui a décidé. C'est vraiment, ce sont les ministres de l'économie réunis au sein de l'Eurogroupe et au sein de ce qu'ils appellent l'Eurogroupe élargi, donc à la fois les membres de la zone euro et les autres ministres, pour voter des mesures de soutien à l'économie européenne. C'est arrivé aussi assez tôt dans la crise. Peut-être que vous vous demandez d'où viennent ces 540 milliards d'euros, donc j'ai juste décliné en fait ce qui a été voté. À la fois, donc une première partie, c'est 240 milliards d'euros qui seront des prêts et qui viennent du Fonds de secours de la zone euro, que vous connaissez peut-être sous le nom de mécanisme européen de stabilité. Et ensuite, il y a deux autres types d'enveloppes qui viennent toutes les deux de la BEI, donc un fonds de garantie de 200 milliards pour les entreprises qui pourraient indirectement
vous bénéficiez, et 100 milliards d'euros qui sont des fonds de garantie aussi de la BEI, donc la Banque européenne d'investissement, pour le chômage partiel. Donc ça, c'est les États qui ont décidé en Conseil des ministres d'adopter ces mesures de soutien. En parallèle, ce que peut faire la Commission, c'est elle a des financements qui lui sont octroyés chaque année, et donc elle peut réallouer ces financements et les réorienter vers les priorités de la crise, en accord toujours avec les États membres et le Parlement. Donc là, j'ai donné quelques exemples. Dès le mois de janvier, la Commission en fait, a lancé des appels dans le cadre de son programme de recherche, que vous connaissez peut-être sous le nom de Horizon 2020. Et donc, il y a 140 millions d'euros qui ont été déployés ou réutilisés pour la mise au point de traitements et de vaccins. Un autre appel a été lancé en janvier pour un budget de 48,5 millions d'euros aussi pour financer 18 projets en lien avec le Covid. Donc ça a été lancé très rapidement en janvier avec des résultats en mars. Donc, on sent quand même qu'il y a eu une prise de conscience rapide de l'importance de la crise et au niveau européen, une volonté d'agir très vite, vraiment dès le mois de janvier, alors qu'on ne parlait pas du tout de confinement, on parlait pas, voilà, on n'avait pas anticipé l'ampleur que pourrait prendre cette crise au niveau européen. Et aussi, quand on parle de réallocation, on est en train de se questionner à l'heure actuelle pour la réorientation du budget européen 2021-2027. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu en troisième partie quand on parlera donc de l'après. Voilà pour une première partie, un petit peu pour fixer notre cadre. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer dans le concret et dans les mesures qui ont été lancées par l'Union, donc pas que par la Commission, hein, c'est la Commission en accord avec les États membres et le Parlement. Et pour cette deuxième partie, qui sera ma partie la plus développée, je ferai vraiment 3 focus en essayant d'être le plus, on va dire, la plus claire possible et en vous donnant des exemples précis. Alors évidemment, vous aurez la présentation PowerPoint à la fin. Donc il y a des liens, hein, là vous voyez tout ce qui est en bleu souligné, en fait c'est des liens hypertextes et si vous voulez, vous pourrez creuser, il n'y aura absolument aucun souci. Donc, le premier focus que je voulais faire, c'est sur le plan d'action qui a été adopté le 7 avril par la Commission. Donc c'est proposé par la Commission et adopté par les ministres en charge de la recherche et de l'innovation le 7 avril. L'idée, c'était vraiment de dire, OK, l'Union européenne, elle agit de façon concrète, on prépare un premier plan d'action, c'est-à-dire qu'il sera régulièrement mis à jour et qu'il y aura d'autres versions et d'autres mesures qui seront présentées a posteriori. Et là, il a été décidé de couvrir des actions de court terme. Donc, sur la partie à droite de la slide, vous voyez les 10 propositions qui ont été mises sur la table et qui sont déjà implémentées. Elles sont vraiment déjà en cours de fonctionnement. Je vais en citer quelques-unes, hein, je ne vais pas toutes vous les lire, mais la première, c'est la coordination du financement de la recherche et de l'innovation contre le coronavirus. Là, on est bien dans le champ de compétences de la Commission qui est de coordonner un petit peu les actions des États membres. La deuxième partie, voilà, plusieurs parties sur identifier des nouveaux financements et des approches novatrices, un soutien accru aux entreprises innovantes, donc ça peut vous intéresser, et c'est là qu'il y aura des nouveaux financements européens aussi pour vous, ça c'est le point 4. Le point 6, qui est particulièrement intéressant aussi, un guichet unique pour les financements de la recherche et de l'innovation sur le coronavirus. Je vous donnerai le lien aussi et vous aurez un portail avec vraiment toutes les actions qui sont financées, les deadlines, les explications, etc. C'est quand même très utile. Le point, voilà, le task force de haut niveau, donc ça aussi c'est toujours dans la coordination. Une plateforme de partage de données de recherche, elle a été lancée je crois la semaine dernière, et là aussi pour les chercheurs c'est quelque chose d'extrêmement utile, intéressant et nouveau de dire, bah écoutez, on donne accès à tout, à toutes les informations qu'on a, et chacun dans son pays peut aller puiser dans cette base de données européenne de recherche. Et alors, le point 10 que je vais développer dans la slide suivante, c'est un hackathon pan-européen pour mobiliser les innovateurs européens et la société civile. Donc, innovateurs européens, c'est vous. Je me suis dit du coup que ça pourrait vous intéresser d'en savoir un petit peu plus sur ce 10e point. Alors, donc prenons l'exemple de ce hackathon. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Qui peut y participer? Voilà, je vais essayer de définir un petit peu les contours. Donc, je voulais en parler parce que ça commence demain, donc c'est vraiment, on est en plein dans le cœur de l'action. Ça se déroule le 24, 25 et 26 avril, donc sur 3 jours. Il n'y a pas de deadline pour s'inscrire, donc si vous n'avez pas entendu parler de ça jusqu'à présent, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez regarder. J'ai également mis l'adresse, donc eu-versusvirus.org.
Alors l'objectif là-dessus, c'est de faire appel vraiment à la société civile, les innovateurs, les partenaires et les investisseurs et faire travailler tout le monde vraiment ensemble pour développer des solutions innovantes pour lutter contre le Covid. En termes de calendrier, donc vous avez ces 3 jours pour présenter des solutions, proposer des innovations, etc. Soit tout seul, soit en équipe. Il y a vraiment plusieurs possibilités qui sont offertes sur le site. Et avec un retour très très rapide, c'est-à-dire le 30 avril, la commission va organiser une award ceremony, donc une cérémonie de remise des prix, sachant que pour l'instant, il y a une vingtaine de défis qui ont été identifiés. Donc, ce sont des défis imminents liés au coronavirus, évidemment, dans 6 catégories de challenge. Alors, je vous donne ces catégories. Ce sera la santé, évidemment, le business, c'est là qu'il y aura peut-être des actions qui pourraient vous intéresser, la cohésion sociale, le télétravail, les finances numériques et d'autres. Donc, une partie aussi assez libre si vous avez d'autres idées. Et pour la partie business, j'ai donné quelques exemples. Ça peut être la production rapide d'équipements, donc avec les plateformes 3D, par exemple, ce genre de choses. L'augmentation des capacités de production, le transfert de connaissances et de solutions d'un pays à l'autre, etc. Donc, c'est à la fois assez large et à la fois, ça doit être vraiment des défis imminents liés au coronavirus. L'objectif, c'est d'identifier des solutions qui pourront être utiles aux utilisateurs finaux. Alors, quand on parle d'utilisateurs finaux, ce que la commission a en tête, c'est vraiment les hôpitaux dans une première étape, mais ça peut être plus large aussi, ça peut être pour la société civile, ça peut être pour différents acteurs, pour les EHPAD, pour les personnes âgées, mais c'est identifier des solutions. Alors là-dessus, que va faire la commission avec toutes ces propositions ? Ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de financement identifié. C'est un hackathon, donc tout le monde propose un petit peu ce qui lui paraît pertinent. Mais l'objectif après, c'est à la fois de gagner en visibilité, donc d'être mis en relation avec des investisseurs qui pourraient investir dans vos solutions. Il existe quand même une possibilité de soutien financier de l'Union européenne. Donc l'Union pourra regarder dans les différents fonds qu'elle a et qu'elle gère, lesquels pourraient vous aider à financer votre solution. Et ça pourrait aussi vous permettre de rentrer dans une collaboration de long terme avec la Commission, donc pour déployer des solutions au niveau européen sur du plus long terme. Donc, ça me paraissait intéressant. Je vous invite à regarder le site, voir si des acteurs que vous connaissez, des entreprises, des universités, sont intéressés à participer à ce Pan-EU Hackathon qui démarre demain. N'hésitez pas vraiment à aller voir la page du site de la Commission. Alors, maintenant, dans mon troisième focus donc, de ma seconde partie, je vous ai identifié 2 autres types d'opportunités qui me semblaient un petit peu pertinentes dans nos sujets d'action et dans le cœur de notre feuille de route EMC2. Le premier, c'est le AI Robotics versus COVID-19. Donc ça aussi, c'est une initiative qui a été lancée par la Commission européenne sur l'intelligence artificielle et la robotique. Alors là aussi, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller voir. L'idée, c'est un petit peu similaire au hackathon, mais sans être tout à fait identique. C'est-à-dire vous avez 3 options. Vous pouvez participer à cette plateforme directement, vous pouvez aller voir. Soit vous pouvez soumettre une solution que vous avez déjà développée en intelligence artificielle et en robotique, en disant voilà, moi je fais ça de mon côté, ça peut être utile en Pologne, en Finlande ou je ne sais où, et je voudrais partager ce que j'ai réalisé sur mon territoire. Première option. Deuxième option, vous voulez déployer cette solution au niveau européen. Vous pouvez être mis en relation, du coup, avec des partenaires dans différents pays de l'Union européenne. Et la troisième solution, vous avez des idées seulement, donc c'est pas encore j'ai quelque chose qui sonne, je ne sais pas ce que c'est, j'espère que ça va. Vous avez des idées et vous voulez partager des connaissances, donc vous pouvez, dans ce contexte-là, soumettre aussi vos propositions d'idées sur cette plateforme AI Robotics versus COVID-19. Alors là encore, la commission analysera les propositions et si elle trouve qu'il y a des propositions particulièrement pertinentes, elle pourra essayer d'identifier des financements possibles. Donc j'en ai cité 2 que vous voyez ici. C'est-à-dire, là, ce sont des cascading, donc ce sont des projets qui sont déjà financés par l'UE
qui vont permettre d'allouer des fonds à des PME ou des ETI par des petits appels à projets. Donc, on a identifié 5 millions d'euros via l'appel DIH Hero. Là, il s'agissait de financer des projets à hauteur de 100 000 euros. Alors, la deadline était le 15 avril, donc c'est passé, mais il y aura peut-être d'autres deadlines. Ça vaut le coup quand même de regarder ce projet DIH Hero. Et un autre projet qui est Technology Transfer Experiments, où il y a 4 millions d'euros qui sont prévus, avec 200 000 euros par projet qui pourront être octroyés aux gagnants, on va dire. Et là, la deadline est le 15 juin. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à regarder un petit peu d'un peu plus proche si vous avez des solutions dans l'intelligence artificielle et la robotique. Le deuxième point aussi, je sais que c'est assez important pour vous en tant que membre de l'écosystème EMC2, c'est le additive manufacturing, donc tout ce qui est impression 3D. Vous avez une plateforme européenne qui s'appelle Aimable, donc AM pour Additive Manufacturing Able, capable. Donc, ils ont créé une partie spécifique pour le Covid-19 avec plusieurs calls, donc plusieurs appels, qui sont ouverts en même temps. Donc, je vous en ai listé deux, Solution Ideas et Open Call for Products and ID Pitches. Donc là, il y a plusieurs dates cut-off, donc plusieurs dates de relevé jusqu'au 30 octobre 2020. Là aussi, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir d'un peu plus près si vous êtes vraiment dans le additive manufacturing. Ça peut permettre de financer certains projets. Donc voilà pour mes 3 focus sur des actions concrètes avec des financements à la clé qui sont mis en place par à la fois la Commission et à la fois au niveau européen par des plateformes. Je vous ai quand même mis un petit récapitulatif. On a parlé tout à l'heure dans le plan d'action des opportunités de financement. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, vous avez le lien ici. C'est vraiment, donc c'est sur le portail Funding and Tenders. L'ancien nom, c'est le portail des participants qui a changé de nom. Et là, vous avez vraiment tous les financements. Et ce que j'ai dit, les 3-4 dont j'ai donné l'exemple, c'était vraiment une toute petite partie de ce qui est disponible, ce qui est mis à disposition au niveau européen. Bon, et j'ai aussi mis un petit récapitulatif avec des dates clés pour montrer que malgré le fait qu'elle ait peu de compétences en termes de santé, l'Union européenne a essayé d'être extrêmement active et a lancé de très nombreuses initiatives. Donc, je ne vais pas les passer en détail, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous avez là, voilà, depuis le 6 mars, des projets de recherche qui ont été financés, le EIC Accelerator, donc ça c'est l'instrument PME, enfin l'ancien instrument PME, qui a lancé un call spécial sur le Covid et qui a reçu 1000 propositions. Voilà, vous avez plusieurs initiatives lancées par la Commission. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les initiatives européennes, n'hésitez pas à regarder un petit peu les différentes actions qui ont été menées sur cette page. Alors, du coup, ça me permet de passer, tout en étant à peu près dans les temps, à mon dernier point. Qu'est-ce que nous pouvons attendre dans les prochains mois de l'Union européenne? Alors, vous voyez sur la photo de gauche les représentants des 3 institutions principales européennes. Au milieu, vous avez Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, qui est allemande. À gauche, vous avez Charles Michel, qui est le président du Conseil, donc qui regroupe les États membres, qui est belge. Et à droite, vous avez David Sassoli, qui est le président du Parlement. Tous les 3 tiennent de façon très très régulière des conférences de presse. Alors celle-ci, par exemple, je l'ai suivie sur LinkedIn, mais c'est accessible à tous, pour faire des updates très réguliers sur la réponse européenne à la crise du coronavirus. Donc nous, en tant que pôle EMC2, on va suivre évidemment toutes ces nouvelles activités. Il y aura très probablement et très certainement des nouveaux appels, des nouveaux financements. Et donc toute l'équipe Europe du pôle EMC2 vous tiendra informé de l'avancée de la situation et vous donnera voilà, des cascadings en lien avec le Covid, des liens sur des nouveaux appels Horizon 2020, voilà, tout ce qu'on peut trouver qui nous semble pertinent pour vous, on pourra vous informer. Alors après, je voulais quand même mentionner le fait que à partir du mois de septembre, on attend des appels dans le cadre de la fin du programme Horizon 2020, donc le programme de recherche, sur le Green Deal. Donc là, on est vraiment hors cadre Covid-19, ça n'a plus rien à voir avec le coronavirus, mais ça me semblait intéressant de vous dire qu'on attend quand même 1 milliard d'euros de budget disponible pour des appels sur 11 priorités sur le Green Deal. Le Green Deal, en 3 mots, c'est la stratégie européenne à horizon 2050 qui a pour ambition de faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone
d'ici 2050. Donc c'est vraiment, ça va être sur l'économie circulaire, il y aura des actions qui pourront être intéressantes et évidemment le pôle vous tiendra informé aussi sur ces différents appels. Et après, voilà, pour boucler la boucle, ce que je vous disais un petit peu en introduction, c'est que l'Europe fonctionne avec des financements pluriannuels hein, qui sont votés par les États et le Parlement. Donc là, on est en fin de période de programmation. 2020, c'est la fin de la période actuelle. 2021-2027, c'est le début d'une nouvelle période. Pour l'instant, on n'a pas d'accord sur le cadre financier pluriannuel sur 2021-2027. On a un conseil cet après-midi, donc avec les chefs d'État à partir de 15 heures, où ils devraient essayer de commencer à peut-être se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce cadre financier, sachant qu'il y a une grosse pression de la France notamment, mais aussi des pays du Sud, pour avoir une partie de ce cadre financier qui soit orienté vers un plan de relance de l'économie européenne. Donc là aussi, il pourrait y avoir pas mal de changements d'ici la fin de l'année pour le lancement du futur programme de recherche Horizon Europe à partir de 2021. Et même chose, on se tient informé, moi à Bruxelles, les collègues à Nantes, sur tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Bah, écoutez, ça me permet de clôturer ma présentation. Je voulais vous laisser avec une citation de Jean Monnet, donc un des pères fondateurs de l'Union européenne qui me semblait de circonstance. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Donc on verra si l'Europe sort renforcée de cette crise du Covid-19. En tout cas, on sent bien qu'elle cherche à être extrêmement active. Et le but de mon propos aujourd'hui, c'était de vous montrer que même si parfois l'information n'arrive pas tout à fait bien en France ou dans les régions ou à tout le monde, il y a quand même une très très forte activité ici à Bruxelles, au sein de la Commission et au sein de toutes les institutions pour répondre de façon coordonnée et pertinente à cette crise du Covid. Je vous laisse avec mes coordonnées. Je reste disponible, donc comme Sébastien le disait, on a une petite session de questions. Et j'en profite aussi pour remercier Christophe Jost qui m'a aidé à préparer cette présentation et qui travaille pour le bureau de la région Pays de la Loire à Bruxelles. Donc on est en lien très très étroit avec la région, puisque le bureau de Bruxelles est aussi financé par du FEDER de la région des Pays de la Loire. Vous avez aussi les coordonnées de toute l'équipe formidable du Desk Europe de MC2 en bas, donc Olivia Kahn, Colline Fiquet et le dernier arrivé, Maxime Ezekiel, qui nous a rejoint juste avant le confinement. Donc voilà, vous avez une équipe dédiée vraiment pour répondre à toutes vos questions et pour faire en sorte que notre écosystème puisse être extrêmement actif et pertinent sur tous les enjeux européens et surtout les financements européens. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant.